Le corps humain est une merveille que nous avons trop souvent tendance à négliger. Pourtant, dans des situations extrêmes, il peut révéler des capacités vraiment étonnantes. Cette machine complexe est en perpétuelle évolution depuis des millions d'années. Aujourd'hui, grâce à la 3D, nous sommes en mesure de l'étudier comme jamais auparavant. La vue est sans doute le système le plus complexe de notre organisme. Lorsqu'elle est sollicitée, elle mobilise les 3/4 de notre puissance cérébrale et capture des détails minuscules à la vitesse de la lumière. Nos yeux nous permettent même de voir dans l'obscurité et de concevoir l'impossible. Notre cerveau peut construire nos rêves. Un jour peut-être serons-nous capables de voir sans nos yeux. Dans les situations les plus extrêmes, nous réalisons à quel point la vue est un sens extraordinaire. Un homme soupçonné de meurtre fonce dans les rues de Los Angeles. L'officier de police Stan Berry s'est lancé à sa poursuite. À 160 km/h, il doit évaluer en quelques fractions de secondes les risques à prendre. 1492. Il y a des passagers à bord. Et surtout, ne pas laisser le suspect lui échapper. Je dois prendre en compte les véhicules qui viennent de droite, de gauche, sans oublier ce qu'il y a devant moi, s'il y a des piétons sur le trottoir. Et je ne dois pas me laisser distancer. Ça tombe bien. La nature lui a donné une vue parfaitement adaptée. Ce sont les yeux qui guident le corps humain. Beaucoup d'animaux ont une vision particulièrement développée, mais l'œil humain est déjà un outil exceptionnel. Nous sommes les seuls à pouvoir distinguer près de 10 millions de couleurs. Nos yeux s'adaptent en 1/5 de seconde pour fixer avec netteté un point à une distance précise. Ils peuvent repérer un détail en plein soleil ou dans la pénombre. Notre champ de vision s'étend sur près de 180 degrés. Ces capacités mobilisent toute la puissance du cerveau humain. 70% des neurones de notre cerveau sont d'une façon ou d'une autre liés à la perception visuelle. C'est un sens qui a été particulièrement bien doté. Les yeux fonctionnent comme des capteurs vitaux. Ils nous transmettent des informations essentielles à des moments cruciaux. La vue est une alliée capitale pour Stan Berry. La perception visuelle est le mécanisme le plus complexe du corps humain. Sa structure n'a pas d'équivalent. Les globes oculaires balayent le champ visuel dans toutes les directions et peuvent fixer des objets en mouvement. Ils sont aidés par des alliés étonnants, 2 capsules adipeuses qui amortissent les chocs. La lumière pénètre par la pupille, un orifice ménagé dans l'iris. Au contact de la lumière, cette membrane élastique se contracte. Elle peut atteindre la taille d'une tête d'épingle. La lumière pénètre alors dans une petite poche remplie de liquide, le cristallin, qui projette à son tour une image de la taille d'un timbre-poste sur la rétine, à l'arrière de l'œil. La rétine est un tissu nerveux. Elle envoie un influx au cerveau. Chose étonnante, l'œil droit transmet des impulsions à l'hémisphère gauche et l'œil gauche à l'hémisphère droit. Cet incroyable système aurait participé à la survie de notre espèce. Après 20 minutes de course-poursuite, l'agent Stan Berry est sur le point de tester les limites de ce sens exceptionnel. Il fonce vers un croisement à toute vitesse. Sa vie dépend maintenant de sa capacité d'analyse.
Le policier doit détecter le moindre mouvement et anticiper la situation à venir. À quelques mètres devant lui, un véhicule bloque le passage. À droite, un autre file vers le croisement. À gauche, un troisième va s'engager. Brusquement, l'œil de l'agent Berry perçoit un nouvel élément. La mécanique bien huilée de la vision entre en action. À l'arrière de l'œil, la rétine est principalement constituée de millions de bâtonnets. Ces cellules ne perçoivent ni la couleur ni les détails. Mais aucun mouvement ne leur échappe. Les yeux pivotent pour regarder le véhicule. À cet instant, d'autres cellules du centre de la rétine prennent le relais. Ce sont les cônes. Chaque œil en contient environ 6 millions. Leur rôle, percevoir les couleurs et les détails. Nous voyons mieux les choses qui sont en face de nous parce que c'est au centre de l'œil que notre acuité visuelle est la plus forte. Stan Berry fixe le véhicule en mouvement. Il analyse sa vitesse, sa direction et mesure le danger. Son cerveau réagit instantanément et envoie un signal à 290 km/h à ses mains et à ses pieds pour éviter l'obstacle. Au cours des 40 minutes de course-poursuite, plusieurs centaines de décisions vitales seront ainsi prises. L'agent Berry devra sa survie à l'incroyable capacité de ses yeux à s'adapter alors que le flux d'informations qu'il percevait menaçait de le submerger. Cette faculté était également vitale pour nos ancêtres. L'évolution nous a dotés d'une autre capacité tout aussi précieuse. Plongés dans l'obscurité, nous parvenons à distinguer le monde qui nous entoure en nous aidant des plus petits indices. Imaginez un pompier dans un bâtiment envahi de fumée. Pour un pompier, il est capital de bien voir. Le problème, c'est que quand vous pénétrez dans la fournaise, c'est comme si on vous ôtait la vue. Une fois plongés dans l'obscurité et entourés d'une épaisse fumée, nos yeux sont soumis à rude épreuve. Survivre à un incendie dépend de notre capacité à nous déplacer dans cette pénombre meurtrière. Ces pompiers interviennent sur un feu de maison, en Floride. FPT 56, branchez la lance. Ils ignorent si un occupant est piégé à l'intérieur. Paré, on entre. Le pompier Dan Fleming pénètre dans un univers opaque et dangereux. La fumée est si dense qu'il distingue à peine ce qui l'entoure. Dans un effort surhumain, il tente de se représenter les lieux à partir de quelques indices. Quel est l'agencement des pièces? Où est le départ du feu? Y a-t-il des survivants? On essaie de comprendre la topologie des lieux, ce que font les occupants, qui peut se trouver là. Peu à peu, les yeux de Dan s'habituent à l'obscurité. Leur acuité est impressionnante. Dans le noir, l'œil humain peut distinguer une source lumineuse distante de plusieurs kilomètres. On essaie de se repérer grâce à quelques lueurs furtives. Dans la pénombre, nos yeux s'appuient sur les bâtonnets qui couvrent la majeure partie de la rétine. Ces cellules extrêmement sensibles ne détectent que le blanc et le noir. Mais Dan a besoin de voir la couleur. Il cherche l'incendie.
Au départ, c'était à peine perceptible. Je me suis dit, c'est sûrement là qu'est le départ de feu. C'était une lueur orange très intense. Nous percevons les couleurs grâce au cône situé au centre de la rétine. Trois couleurs nous suffisent pour recréer toutes les autres. Parmi les cônes, il y a ceux qui sont sensibles à la lumière bleue, d'autres à la lumière verte, et enfin ceux qui réagissent à la lumière rouge. Ils ont besoin de plus de lumière pour réagir. S'ils captent suffisamment de photons de la couleur qu'ils reconnaissent, ils vous disent « Tiens, là il y a du vert, du rouge ou du bleu ». Alerté par ces signaux rouge, bleu et vert, le cerveau colorise l'intégralité du spectre visuel. Un éventail qui peut dépasser les 10 millions de couleurs. La vision en couleur mène Dan droit au foyer d'incendie. À ma grande surprise, le feu a été rapidement éteint. J'ai aussitôt balayé la pièce du regard. Tous les détails qu'on parvient à saisir sont importants. J'ai regardé attentivement autour de moi. En une fraction de seconde, Dan évalue ce qui se trouve dans la pièce, même s'il n'en perçoit que des fragments. Notre cerveau comble en permanence les lacunes dans les informations qu'il reçoit, en s'appuyant sur sa mémoire visuelle. Il interprète une grande partie de ce que nous voyons à travers une banque d'images que nous nous constituons tout au long de notre vie. À cet instant, Dan distingue une forme blanche. C'est une tasse. Puis, les carreaux noirs et blancs d'une page de mots croisés inachevés apparaissent. Une victime se trouve peut-être encore dans la maison. À travers la fumée, Dan distingue vaguement une forme insolite. D'instinct, je me suis dit, il y a quelque chose sur ce canapé. Victime! Dès qu'on a un doute, on vérifie. C'est ce que j'ai fait. Capitaine, j'ai une victime! Le brancard! Allez-y doucement! Dan Fleming a utilisé sa mémoire visuelle pour reconstituer une forme humaine à partir d'une vague silhouette. C'est ainsi qu'il a sauvé une vie. Les formidables capacités de l'œil humain mettent les ordinateurs largement hors course. Mais que se passerait-il si nous demandions à un ordinateur de transmettre des images au cerveau? Oh. Wow. Et si un jour nous pouvions voir sans nos yeux? L'œil est un organe ultra puissant. Il est le fruit de millions d'années d'évolution. Bon nombre de ces mécanismes sont encore méconnus. Et malgré les progrès de la science, nous sommes encore loin de pouvoir créer un outil capable de rivaliser avec lui. Les scientifiques explorent aujourd'hui les limites de la vue, en établissant une connexion directe avec le centre de la vision situé dans le cerveau. Un jour, nous pourrons peut-être percevoir les infrarouges, voir à travers les objets, ou même intégrer un jeu vidéo dans notre cerveau. Voici Sherry Robertson, une Américaine qui va bientôt découvrir un monde virtuel. À 19 ans, j'ai eu un accident de voiture. Le conducteur s'est assoupi au volant et nous avons percuté une camionnette. J'ai perdu la vue. Dans l'espoir de recouvrer la vue, Sherry s'est portée volontaire pour un procédé révolutionnaire qui associe la technologie de pointe et l'énorme puissance analytique du cortex visuel.
Pour moi, ça représentait la possibilité de voir à nouveau. On m'avait dit que je ne reverrais jamais. Sherry ne va pas tarder à vivre une expérience extraordinaire. Les médecins pratiquent 2 trépanations, c'est-à-dire 2 ouvertures de chaque côté de son crâne pour accéder à son cerveau. Ils implantent ensuite 2 plaques triangulaires portant chacune 200 minuscules électrodes directement au contact du cortex visuel. Enfin, les chirurgiens tirent un faisceau de fil depuis les plaques jusqu'à des terminaux insérés à la surface du crâne. Les électrodes sont à présent reliées à une caméra intégrée dans une paire de lunettes. Ce procédé devrait aider la jeune femme à récupérer un peu de vision. C'est vrai que j'ai eu un choc quand j'ai senti ces sortes de prises qui me sortaient du crâne. Je ne m'y attendais pas. Mais avant que Sherry puisse voir ce que filme la caméra, le chemin est encore long. C'est un grand pas vers l'inconnu. Chaque électrode est connectée à un endroit différent du cerveau. Lorsque l'une d'elles est stimulée, Sherry perçoit un flash quelque part dans son champ visuel. Mais où? C'est justement ce qu'il faut déterminer. Et là? Les électrodes sont stimulées une à une pour comprendre à quel endroit de son champ visuel Sherry perçoit les flashs. Et maintenant? C'était juste là. Bien. Dès qu'elle voit un éclair lumineux, Sherry indique sa position. En haut, en bas, à gauche ou à droite. Une fois cette cartographie établie, les médecins branchent la caméra et s'assurent que ce qu'elle filme correspond au flash perçu par le cerveau de Sherry. Oui, c'est au même endroit. Pourvu que ça marche. La caméra est enfin installée. La mère de Sherry aide sa fille à brancher son matériel. Là, tu seras plus à l'aise. Tu es prête? J'ai l'impression d'être un ordinateur. La technologie lui a-t-elle rendu la vue? Oh! Waouh! Oh là là, c'est super! Quand j'ai enfin revu le jour, j'ai eu le souffle coupé. Je n'en revenais pas. Ça fonctionnait et c'était une sensation merveilleuse. Le soleil m'éclaire. Grâce au témoignage de Sherry, nous avons un aperçu de ce qu'elle voit. Je vois 2 grandes taches lumineuses, blanches avec un peu de rouge. Oh, elles viennent de bouger. Oh là là, j'ai vu un éclair de lumière. Nous ne sommes qu'au début de ce projet. Les médecins n'ont activé que quelques électrodes placées dans le cerveau de Sherry. Ils espèrent en solliciter davantage et améliorer ainsi sa perception visuelle. Pour l'instant, je n'utilise que 10 de mes électrodes. Dès qu'un objet passe devant ma caméra, je vois 2 flashs de lumière de la taille de grosses cacahuètes, l'une au-dessus de l'autre. Encore des flashs? C'est sur les vagues? Au moins je sais qu'il y a quelque chose devant moi, mais je ne sais jamais ce que c'est. Ce sont des bateaux? Ils sont toujours là? C'est génial. Lorsque je pourrai utiliser toutes mes électrodes, je pourrai voir les contours des objets, savoir si je regarde un arbre, une personne ou une voiture. Je saurai ce que je regarde. Personne ne prétend que Sherry a recouvré la vue. Mais cette expérience, en lui rendant quelques sensations visuelles, fait d'elle une véritable pionnière. Imaginez qu'un jour, on puisse alimenter directement le cerveau en images. Que verrions-nous? Peut-être un monde invisible à nos yeux. Comme si nous étions équipés de lunettes à infrarouge ou à rayons X. Une plage de Californie au cœur de l'été. C'est le week-end et le sable est noir de monde. Un tableau somme toute idyllique, et pourtant dans l'assistance, une personne est aux aguets, prête à intervenir au moindre incident.
Comment un sauveteur fait-il la différence entre un nageur qui lève le bras pour s'amuser et un autre parce qu'il est en détresse? La capacité des sauveteurs à repérer un nageur en train de se noyer au milieu de milliers de gens est phénoménale. C'est un test sans appel pour sa vue et la capacité de cette dernière à analyser les informations. Notre vue nous alerte sur les dangers qui peuvent nous menacer. Mais le sauveteur, lui, n'est pas en situation de danger. L'œil, dès qu'il observe une scène anodine, se détend. Les cellules qui détectent le mouvement se mettent en veille lorsque les déplacements sont normaux et constants. Mais c'est justement ce que cherche à éviter le sauveteur. Pour maintenir ses yeux en éveil, il les force à fixer de petits détails. En première ligne, nous avons des sauveteurs dans les tours, dont le boulot est de passer la zone de baignade au peigne fin. Leur cerveau trie les informations visuelles qu'il reçoit en cherchant l'erreur, c'est-à-dire le nageur en détresse. Enregistrer toute cette information est une tâche difficile. La vision détaillée n'est possible que sur un angle de 2 degrés à l'intérieur du champ visuel. Pour surveiller toute la plage, les sauveteurs doivent la balayer du regard et sauter de détail en détail. Chaque saut est appelé une saccade. Une saccade est un mouvement conjoint des yeux lorsqu'ils sont en train de regarder quelque chose devant eux et que brusquement, ils doivent fixer autre chose. Les muscles qui les font bouger sont stimulés et les dirigent immédiatement vers leur nouvelle image cible. Cette fonction permet au sauveteur de sauter rapidement d'un risque potentiel à un autre. Il balaie sans cesse son champ de vision et met à jour sa mémoire visuelle à quelques secondes d'intervalle. Et ce n'est pas tout. Une autre fonction complexe entre en jeu, l'interprétation des détails. Avec l'expérience, je sais reconnaître une personne en difficulté dans l'eau. Je vois tout de suite si elle est épuisée ou si au contraire tout va bien, rien qu'à son langage corporel. Il y a des indicateurs qui permettent de repérer l'imminence d'un accident. Les muscles qui font bouger nos yeux nous offrent un champ visuel extrêmement étendu. Tout en gardant la tête immobile, nous pouvons faire pivoter nos yeux de gauche à droite en un quart de seconde. Lorsqu'un courant emporte un nageur, Drew s'en aperçoit très rapidement. Il doit maintenant juger si le nageur est capable de regagner le rivage, s'il est trop loin pour être secouru, ou si, malgré le courant, Drew a une chance de l'atteindre. Il lui faut trancher en une fraction de seconde, et pour cela, il doit avoir une notion précise des distances. Nos yeux sont à peu près à cette distance l'un de l'autre. Chaque œil voit une image différente de l'autre. Et c'est cette légère dissemblance qui permet d'évaluer la distance à laquelle je me trouve d'une chose. En permanence, nous évaluons des distances qui changent sans même y penser. Ce phénomène ne concerne que les humains et les prédateurs qui doivent repérer et attraper leur proie. C'est cette qualité du chasseur que notre sauveteur utilise lorsqu'il se précipite vers le nageur. Nous sommes tous capables de trouver un détail que nous cherchons au milieu de la foule. Mais lorsqu'il s'agit de veiller sur la vie d'autrui, cette capacité requiert de l'entraînement et une grande concentration. Dans la vie quotidienne,
Notre mémoire visuelle nous permet de compléter les images qui défilent devant nous en prenant des chemins de traverse et en formulant des hypothèses. C'est ainsi que nous nous créons notre vision du monde. Mais que se passe-t-il lorsque les hypothèses de notre mémoire visuelle nous induisent en erreur? Les illusionnistes sont passés maîtres dans l'art de semer la confusion dans notre esprit. Un peu de poudre aux yeux, et on n'y voit que du feu. Le cinéma exploite des techniques similaires pour nous proposer un monde d'illusions sur grand écran. Voici un décor de tournage. Quelle est donc sa taille réelle? Sommes-nous dans une station spatiale sur une planète inconnue? Coupé! Pas du tout. Une maquette a été placée à quelques centimètres de la caméra. Le plateau, lui, est à bonne distance. Les réalisateurs sont avant tout des maîtres de l'illusion. Ici, nous imaginons que les deux acteurs sont dans un décor immense. À aucun moment, nous nous disons « Mais non, il y a un minuscule décor et les acteurs sont filmés très loin de lui. » Coupé! Les illusions d'optique trompent la perception, alors que celle-ci a en général raison. Nous en exploitons les failles et le spectateur tombe dans le panneau. L'illusion exploite notre façon de voir le monde. Elle s'appuie sur la différence entre ce que l'œil capte et l'interprétation qu'en fait le cerveau. Les magiciens ont de tout temps utilisé cette confusion. Bonjour. Je m'appelle Marco Tempest et je suis magicien. Je vous propose une petite illusion d'optique. Je vais vous montrer à quel point il est facile de tromper nos yeux. J'ai ici un objet en 3 dimensions et un autre en 2 dimensions. C'est cette pastille en papier. Si je pose le cube à côté de ma pastille, un phénomène très étrange se produit. Regardez ça. L'objet en 2 dimensions se transforme en un objet en 3 dimensions. Et si je m'en débarrasse, regardez. C'est magique. Mon cube s'est complètement aplati. Il n'a plus que 2 dimensions. Vous voyez? Sous un autre angle, le tour révèle son secret. J'ai aussi un objet en 2 dimensions. Cette pastille en papier. Cette illusion repose sur des bases scientifiques. Elle montre comment notre cerveau construit un univers en 3 dimensions. Tout est lié à notre façon d'appréhender la perspective. Une fois que votre cerveau a établi que le cube était en 3 dimensions, il imprime cette image dans votre tête. Si bien que lorsque vous regardez le dessin du cube sur le sol, il vous paraît être en relief. C'est comme si vos yeux comblaient les informations manquantes et faisaient tout pour que le cube soit en 3 dimensions. Et c'est là que je vous piège. Nous sommes submergés d'informations visuelles. Notre cerveau les traite en créant des raccourcis. Il s'appuie sur notre vécu pour combler les parties manquantes en élaborant des hypothèses. L'ombre et la lumière. La taille, la forme et la distance des objets. Nous partons du principe que le monde obéit à des règles figées. Et pourtant, parfois, nous avons tout faux. Regardez cette pièce toute simple. J'ai l'air d'être beaucoup plus grand que Sarah. Il ne s'agit pas d'un jeu de caméra, mais d'une illusion. D'ailleurs, quand je me mets dans ce coin, c'est Sarah qui semble immense. En réalité, nous faisons pratiquement la même taille. Tout repose sur la construction particulière de cette pièce. La géométrie très étrange de la pièce a été maquillée pour paraître normale. Nous avons tellement l'habitude de voir des pièces carrées que nous nous conditionnons pour penser que celle-ci l'est aussi.
Incroyable comme il est facile de tromper nos yeux. On voit un parapluie et on pense à la pluie. Mais par une si belle journée, pas besoin de parapluie. Les magiciens exploitent nos certitudes sur les objets et l'espace qui nous entoure. Vous allez voir comment un tour tout bête est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je vais vous présenter le tour des cartes qui changent de couleur. J'ai en main un paquet de cartes bleues. Je vais l'étaler devant Sarah et lui demander de désigner une carte de son choix et de la sortir du lot. Je choisis celle-ci. Parfait. Sarah aurait pu choisir n'importe quelle carte dans le paquet, mais elle a choisi celle qui est sur la carte face cachée. Je vais lui demander de nous dire de quelle carte il s'agit. Il s'agit du 3 de trèfle. Le 3 de trèfle. Je le remets dans le paquet et j'étale toutes mes cartes devant moi, face apparente. Et voici la carte de Sarah avec le dos bleu. Mais le plus étonnant, c'est que toutes les autres ont un dos rouge. C'est ce que j'appelle le tour des cartes qui change de couleur. Ne vous y méprenez pas, ce tour n'a rien à voir avec les cartes. Il montre à quel point le cerveau n'enregistre qu'une petite partie de l'information visuelle disponible. En fait, pendant le déroulement du tour, 4 autres couleurs ont changé. Je vais vous présenter le tour des cartes qui changent de couleur. Tandis que Richard Wiseman opère, l'objectif fixe les cartes. La plupart d'entre nous ne remarquent pas les changements de t-shirt et des fonds faits hors champ. Ce tour sur les changements de couleur bouscule l'idée que nous savons pertinemment ce qui se passe sous nos yeux. En fait, près de 90% de l'information nous échappe. Bien sûr, on n'en a pas du tout l'impression. On croit percevoir le monde qui nous entoure dans sa globalité. Pas du tout. On se concentre sur une toute petite zone. Les illusions ne sont pas qu'un spectacle. Elles révèlent que ce que nous voyons dépend des présomptions de notre cerveau. Nos yeux et notre cerveau collaborent pour essayer de comprendre le monde. Mais il faut des années d'entraînement à notre cerveau avant de donner instantanément du sens à ce que nos yeux voient. Suivons ensemble un aveugle qui va retrouver l'usage de ses yeux et écoutons-le décrire ce qu'il voit. Michael May a subi une opération destinée à réparer ses yeux, abîmés dans un accident alors qu'il était enfant. Lorsque ses bandages lui seront retirés, il espère pouvoir revoir pour la première fois depuis 40 ans. Je ne pensais pas qu'il y aurait des résultats avant une quinzaine de jours. Alors quand on m'a retiré les pansements et que j'ai vu de la lumière, je ne peux même pas exprimer ce que j'ai ressenti. D'un seul coup, j'ai été submergé de sensations visuelles, de couleurs. C'était une explosion d'images. Grâce à la chirurgie, la lumière atteint de nouveau les rétines de Michael. Mais Michael a un problème. Il a perdu la vue quand il était tout petit. À 3 ans, il a été aveuglé par l'explosion d'un produit chimique. 40 ans plus tard, les chirurgiens lui implantent une nouvelle cornée pour remplacer celle qui a été détruite dans l'accident. Cette fine membrane protège le globe oculaire et l'aide à faire le point.
Sans elle, Michael distinguait à peine le monde qui l'entourait. Mais il lui reste une difficulté de taille à surmonter. Après tant d'années dans l'obscurité, son cerveau ne sait pas interpréter ce que ses yeux voient. J'essayais de comprendre ce que je voyais, de donner du sens à toutes ces images. Je ne savais pas ce que c'était qu'un sourire. Il a fallu que j'intellectualise toutes ces informations qui me parvenaient, que je les dissèque et que je les interprète. Michael n'avait aucune mémoire visuelle sur laquelle s'appuyer. T'en fais une tête. La vue n'est pas un sens inné. À la naissance, tout ce que nous voyons est nouveau. Nous archivons peu à peu les images et nous apprenons ce qu'elles signifient. Nous construisons notre mémoire visuelle à travers nos expériences. À l'arrière du cerveau, plus de 500 millions de neurones forment le cortex visuel qui traite et stocke les images que nous recevons. Très tôt, nous commençons à construire notre mémoire visuelle et tout au long de notre vie, cette bibliothèque nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Pour interpréter et donc reconnaître certaines choses, il faut avoir accumulé pas mal d'expérience. Le cerveau doit apprendre à voir. Cet apprentissage a lieu pendant les 6 à 9 premières années de la vie. Lorsqu'il est devenu aveugle à 3 ans, Michael commençait tout juste à comprendre les éléments qui constituaient ce qu'il voyait. Les notions de taille, de forme, de distance, de luminosité et d'ombre. Est-ce que c'est le trottoir, une marche qui descend, qui monte, ou juste une ombre? Je n'ai pas accès à cette info parce que mon cerveau ne sait pas analyser la profondeur et comprendre qu'il y a un rebord de 15 cm. Si pendant l'enfance, il s'était amusé à franchir en vélo des trottoirs de différentes tailles, il aurait intégré toutes ces subtilités qui permettent de distinguer un trottoir de 7 cm d'un autre de 15 ou de 22. Mais comme il a été privé de cette expérience, il a du mal à évaluer les distances. Le cerveau de Michael doit rattraper tout ce qu'il n'a pas appris pendant l'enfance. Mais il y a tout de même du mieux. Je me sers d'une canne pour gérer les obstacles sur mon chemin. Et je peux regarder autour de moi et apprécier ce que je perçois. Les fleurs colorées, les monuments, les passants. Je ne pense même plus à ce qu'il y a devant moi. Michael May vit dans un monde étrange, entre celui des aveugles et celui des voyants. Il est handicapé par la mémoire visuelle qui lui manque. Pour la plupart d'entre nous, c'est justement la mémoire visuelle qui nous ouvre les portes d'un univers parallèle, celui des rêves. Quand on rêve, tout nous semble réel. On voit des choses, on les entend, on a des sensations physiques, on peut sentir son corps bouger. Dans un rêve, on peut ressentir exactement les mêmes choses que dans la réalité. Les rêves sont constitués d'images que nos yeux ont vues. Comme un monteur, le cerveau les associe à sa guise. Je suis allongée sur le ventre, les bras étendus, un peu comme Superman, et je survole différents paysages. C'est une sensation enivrante de me faufiler entre les immeubles, de prendre de l'altitude ou de descendre en piqué. J'ai l'impression d'être un oiseau. Voler, c'est mon rêve. Le rêve d'Icare est très courant, comme celui d'être poursuivi. Notre cerveau peut créer des scènes extrêmement réalistes, même si nous ne les avons jamais vécues. Quelqu'un me suit et je cours pour lui échapper. Je m'enfuis, je cherche un abri en hauteur. Il est plus rapide que moi. J'arrive à la porte de service d'un hôpital. Ces récits de cauchemars ne datent pas d'hier. La signification de ces visions nocturnes a toujours fasciné les hommes. Il y a 3000 ans, dans le livre des songes,
les Égyptiens ont compilé les rêves les plus fréquents en leur attribuant des interprétations. Pour eux, les rêves survenaient à un moment où la frontière entre la vie et l'au-delà était ténue. Beaucoup de ceux décrits dans le livre des songes font apparaître une envie de connaître l'avenir. Aujourd'hui, on pense que les cauchemars sont un moyen de tenter de dominer des peurs profondément ancrées en nous, souvent universelles. Les rêves agréables seraient une façon de réaliser nos désirs. Ce que nous voyons en rêve fait peut-être appel à nos instincts et à nos peurs ancestrales. Preuve que la vue a toujours dominé notre vie. Nos yeux et notre cerveau sont indispensables à l'élaboration de ce que nous voyons. Mais ils font bien plus encore. Ils nous aident à appréhender le temps qui passe. Chaque matin, la plupart d'entre nous ont besoin d'un réveil pour leur signaler qu'il est l'heure de se lever. Pourtant, nous possédons en nous une horloge biologique qui fait le même travail. Et devinez qui a l'œil rivé dessus. Nos yeux, bien sûr. Cette horloge, c'est le noyau suprachiasmatique, un groupe de neurones de la taille d'une tête d'épingle. Le noyau suprachiasmatique est un amas d'environ 50 000 cellules nerveuses dans le cerveau. Il agit comme une horloge biologique. Tous les organes du corps ont également leur horloge. Le noyau suprachiasmatique est un peu leur chef d'orchestre. Cette horloge centrale contrôle la fabrication d'une hormone qui agit comme un somnifère, la mélatonine. Chaque soir, nous nous endormons grâce à la libération de mélatonine. Au matin, l'horloge bloque la production de cette hormone et nous nous réveillons. Mais comme toute mécanique, elle a besoin d'être révisée et remontée quotidiennement. C'est justement la fonction de cellules spécialisées situées dans nos yeux. Sur la rétine, à l'arrière du globe oculaire, des cellules nerveuses spéciales mesurent l'intensité de la lumière. Elles ne créent aucune image, mais font la distinction entre le jour et la nuit, même lorsque nos paupières sont closes. Lorsqu'elles perçoivent de la lumière, elles envoient un signal au noyau suprachiasmatique qui bloque la production de mélatonine et nous nous réveillons. Lorsqu'un ouvrier qui travaille de nuit tente de dormir le jour ou qu'un voyageur change de fuseau horaire, c'est la lumière qui va déterminer l'heure du réveil ou de l'endormissement. Dans notre société, tout fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cela n'est pas du tout adapté à nos rythmes biologiques. Nous avons besoin de sommeil. Notre horloge interne nous dit qu'il faut être éveillé la journée et dormir la nuit. Au-delà du risque de fatigue, dérégler son horloge biologique peut s'avérer mortel. On a vu des cas de fatigue intense chez des pilotes qui les ont amenés à littéralement rater la piste d'atterrissage et à finir dans l'océan Pacifique. Ou alors ils posaient l'appareil trop tôt, ou pensaient éviter une montagne là où il n'y en avait pas. Le manque de sommeil est facteur de risque. Des risques que la NASA ne peut se permettre de prendre avec ses astronautes. La plupart des lancements de navettes ont lieu de nuit. Malgré cela, les astronautes doivent assurer une vigilance maximum. Lorsqu'un équipage a un décollage prévu à 7 h du matin, il doit prendre l'habitude de se lever à 2 h du matin. Le but est d'inverser totalement l'horloge biologique, comme s'il vivait au Japon et non à Houston. Les cellules de l'œil sensibles à la lumière ont inspiré aux scientifiques de la NASA un système révolutionnaire pour lutter contre notre horloge interne. Dans des chambres spécialement aménagées, les astronautes sont exposés à des éclairs lumineux 100 fois plus intenses que la lumière artificielle ordinaire.
Les temps d'exposition sont minutieusement calculés pour stimuler les cellules cibles de l'œil qui, à leur tour, modifient les plages de sommeil des astronautes. Tous les membres de l'équipage passent la semaine précédant le lancement en quarantaine. C'est là qu'ils sont soumis à des phases d'exposition à la lumière vive, jusqu'à ce qu'ils soient à l'heure japonaise. Il suffit de 2 ou 3 jours pour ajuster une horloge biologique. Seule la NASA utilise pour l'instant ce système sophistiqué d'exposition à la lumière vive. Peut-être qu'un jour, cette technologie sera adaptée pour aider ceux dont le métier impose une longue veille, tandis que nous profitons du sommeil. La vue montre mieux que tous les autres sens à quel point notre corps est une machine complexe. Au fil du temps, la vue a joué un rôle déterminant dans le développement humain et elle pourrait bien détenir une des clés de notre avenir. Il est pour nous aussi naturel de voir que de respirer. Pourtant, chaque jour, notre vie dépend en partie de cette faculté immémoriale. Dans des situations extrêmes, nous réalisons que nous avons en nous un super-héros méconnu, le corps humain.